aujourd'hui avec nos différents experts. Un est déjà avec nous en plateau. Il est chef d'entreprise et pas n'importe quelle entreprise, une entreprise spécialisée dans les questions du numérique, du digital N2M Group. Je m'en vais l'accueillir. Il est un habitué des médias et de cette émission en particulier. Monsieur Eric Muntouga, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Bonsoir à mes co-discutants qui vont certainement nous rejoindre. Bonsoir à nos nombreux, à vos nombreux millions d'auditeurs et même de téléspectateurs, si je peux le dire ainsi, puisque nous sommes également sur les plateformes, sur vos plateformes numériques. Écoutez, très heureux d'être des vôtres une fois encore et merci pour l'amitié que vous me faites, que de me renouveler cette invitation-là. Alors c'est nous qui sommes heureux de vous recevoir à chaque fois quand on sait quelle est la pertinence de vos différentes sorties. Ça, ce n'est d'ailleurs pas moi qui le dis, ça se voit. Vous arrachez comme des petits pains ces derniers temps dans pratiquement tous les médias. Je porte sur l'espace public ce que je fais déjà dans mes livres. Voyez-vous, je suis un auteur engagé, vous êtes sans l'ignorer, parce qu'auteur de romans sociaux qui sont quelque part des fictions, des intrigues, mais dans un contexte réel, qui reviennent sur les difficultés que peuvent bien traverser mes compatriotes. Donc, à travers des personnages que j'essaye de mettre en lumière, vous pouvez, pour ceux d'en haut, vivre un peu ce que vivent ceux d'en bas, mais qui n'ont pas toujours la chance de se voir offrir des tribunes comme celle que vous m'offrez. Donc, c'est ma manière à moi de participer au débat public. Je dis merci, j'exprime ma gratitude à vous autres hommes de médias qui avez compris aussi qu'il faut bien donner la parole aux écrivains. Parce que, comme je le disais récemment sur l'une des plateformes, une société dans laquelle les écrivains ne parlent pas est tout simplement une société malade. Oui, alors, N2M Group, comment se porte votre structure? Là, vous avez parlé d'une de vos casquettes qui est naturellement celle de l'écrivain, mais vous êtes en outre chef d'entreprise. Aujourd'hui, on parle du numérique. Déjà, s'il vous était donné de présenter N2M Group, que diriez-vous et comment se porte votre structure dans l'environnement qui est le nôtre? Vous savez, dans un environnement où le taux de mortalité des entreprises est tel que 2 ans après, ils ont mis la clé sur le paillasson, je puis me réjouir aujourd'hui d'être à la tête d'une société à responsabilité limitée, vieille de 7 ans au Cameroun. Vous savez, lorsque vous avez franchi la barre des 5 ans et que vous pouvez sauvegarder un certain nombre d'emplois, cela voudrait dire que votre entreprise est viable. Cela m'a valu d'ailleurs une reconnaissance étatique, institutionnelle, puisque vous êtes sans l'ignorer, chemin faisant. Nous avons bénéficié d'une part, de 2 appuis gouvernementaux, une subvention du Paris Jeudi, et puis plus récemment encore le plan triennal spécial jeune du chef de l'État. Alors N2M Group est une entreprise que je crée en 2018 à mon retour au Cameroun, qui a ses locaux donc du côté de l'entrée Maïtur Biteng, dans l'arrondissement de 4. Nous sommes une agence de marketing digital, c'est-à-dire que nous intervenons dans la conception et la réalisation des sites internet, que ce soit des sites vitrines, des sites d'e-commerce, des sites one-page. Nous intervenons là-dessus et vous savez, très souvent dans notre pays, beaucoup ont parfois cette idée-là de créer un site internet, mais ne savent pas que derrière qu'il faille le rentabiliser, parce que le tout n'est pas d'en avoir un, il faudrait que ce site soit trouvé, et pour qu'il soit trouvé, il faudrait donc optimiser son référencement naturel. SEO, c'est l'un des services que nous offrons aussi, que ce soit pour nos clients qui font appel à nos services pour la conception de leur site, que ce soit pour ceux qui en ont déjà, nous leur permettons d'apparaître dans les premières pages donc, des résultats des moteurs de recherche comme Google. Et pour faire vivre ces sites-là, nous produisons régulièrement des articles de blog. Vous savez, un site internet s'anime exactement comme des réseaux sociaux parce que dans notre pays, lorsqu'on parle du marketing digital, beaucoup ne voient très vite que les réseaux sociaux. Et quand on parle même de ces réseaux sociaux, ils n'ont en tête que Facebook, peut-être TikTok ou alors Instagram. Pourtant, il y a une pléthore de réseaux sociaux qui peuvent permettre aux jeunes entrepreneurs de pouvoir très rapidement booster leurs ventes. Ce sont ces solutions-là que nous leur offrons. Donc, au-delà de l'animation
des sites internet, nous lançons des campagnes d'emailing marketing. Vous savez, lorsque vous êtes dans le B2B par exemple et que vous avez comme cible des décideurs, des chefs d'entreprise, des professionnels, il est plus facile de les contacter via leur adresse email que via les réseaux sociaux. D'ailleurs, nombre de décideurs sont plus sur LinkedIn que sur Facebook. Donc, nous permettons également aux entreprises qui font dans du business to business de pouvoir toucher ces décideurs à travers les campagnes d'emailing. Et ce qui est très couru, connu de tous, c'est naturellement le community management qui s'apparente à la gestion des réseaux sociaux, c'est-à-dire nous créons des contenus pour animer les pages de nos clients, nous concevons des visuels, montons des vidéos, lançons des campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux, ce qui permet même aux e-commerçants, aux TPE à moindre coût de pouvoir très rapidement augmenter leur portefeuille client et optimiser leur chiffre d'affaires. N2M a été pensé parce qu'à mon retour au Cameroun, j'ai fait un constat. Beaucoup d'entreprises mettent la clé sous le paillasson du fait des tensions de trésorerie. S'en suivent d'ailleurs des aérés de salaire, des charges impayées, une insolvabilité contre laquelle nous luttons en permettant à ces entreprises-là, peut-être qu'ils n'auraient pas les moyens de passer par des médias traditionnels comme les vôtres, de pouvoir même à partir d'$1 jour lancer des campagnes qui leur génèrent efficacement et durablement des ventes, d'où notre slogan accélérer votre croissance. Alors, c'était très bien présenté. Alors, aujourd'hui, nous parlons de l'économie numérique. Pourquoi ça traîne? Quand on vous parle d'économie numérique, comme ça, de but en blanc, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous vous dites alors que vous êtes pieds et poings liés à cet environnement-là? C'est quoi la première idée qui vous vient à l'esprit lorsqu'on vous dit de manière globale économie numérique au Cameroun? Je pense au mois d'octobre noir au Cameroun. Vous savez, après la crise, du fait de la crise post-électorale, suite à la présidentielle, nous avons connu d'énormes perturbations de connexion Internet, ce qui a eu un impact considérable sur nos activités. C'est donc dire que la matière première du numérique, c'est la qualité de la connexion. Se pose donc un problème d'infrastructure. Nous sommes dans un pays où les infrastructures sont assez vétustes et même dépassées. À l'heure où ailleurs on parle déjà par exemple de la 5G+, au Cameroun on a encore la 4G. On a même d'ailleurs mis du temps avant d'y arriver parce qu'il a fallu beaucoup de temps pour que nous puissions maîtriser la 3G. Et lorsqu'on parle même de la fibre optique, la fibre PHD, au Cameroun, même la DSL, nous n'avons pas pu le maîtriser, voyez-vous. Donc, alors, lorsque vous dites DSL, nos auditeurs nous écoutent, les entrepreneurs nous écoutent. Je suggère modestement oui, que nous un langage qui soit accessible. Oui, que lorsque vous donnez que que nous puissions leur expliquer. Alors, il faut savoir que pour se connecter au réseau Internet, vous avez diverses alternatives. La première alternative, c'est le réseau ADSL. Le réseau ADSL, c'est celui qu'utilisait l'opérateur historique Camtel, c'est-à-dire avant, on se raccordait à la ligne Camtel. Aujourd'hui, ça se fait encore. Pour avoir votre téléphone à la maison, vous tirez, vous vous raccordez exactement comme vous raccorderiez pour avoir chez vous le courant électrique. Vous voyez qu'il y a des poteaux, voilà, donc des fils, des câbles en fait. Des câbles voilà, donc ils passent exactement comme des câbles électriques. Ce sont des Camtel. Oui. C'est là la DSL qui nous permet d'avoir la connexion chez nous à la maison. Mais aujourd'hui, c'est une méthode assez ancienne parce que actuellement, nous sommes à l'ère de la fibre optique qui permet d'avoir une connexion à très haut débit, c'est-à-dire à plus de 100 mégabits par seconde. Ce qui fait que vous imaginez un peu, c'est un peu comme si vous voudriez même pour dire, vous voulez ouvrir une page, à peine vous avez amené le curseur sur le lien que la page s'est déjà ouverte. C'est là la fibre THD. Et maintenant à la maison, vous avez également la connexion Wi-Fi à laquelle nous sommes habitués à travers des box. Vous avez aujourd'hui la possibilité chez les différents fournisseurs d'accès Internet d'avoir une box qui à la maison dans un rayon assez limité, voilà, vous permet à tous ceux qui sont dans ce cercle, dans ce rayon-là, d'accéder à la connexion. Et enfin, vous avez la 4G, qui est la data mobile. Lorsque vous avez aujourd'hui votre smartphone, vous avez la possibilité directement de vous connecter. Alors, le problème qui se pose aujourd'hui au Cameroun est celui des infrastructures. Vous voyez que pour que nous puissions avoir la fibre, nous allons certainement arriver au niveau infrastructurel, mais de façon globale, est-ce qu'on peut dire que l'économie numérique au Cameroun se porte bien?
Malheureusement pas, malheureusement pas. Déjà parce que il y a une véritable fracture numérique entre les deux capitales, Yaoundé Douala et l'arrière-pays. À Yaoundé et à Douala, nous n'avons pas de problème parce que nous avons des antennes relais, nous avons des DSLAM qui permettent aux fournisseurs d'accès Internet de nous desservir. Mais à l'arrière du pays, c'est chose difficile. Vous avez des zones où parfois pour vous connecter, déjà vous n'avez même pas la connexion mobile normale, c'est-à-dire le réseau juste pour pouvoir appeler, émettre ou recevoir des appels. Et sans ce réseau mobile-là, vous ne pouvez pas avoir Internet à l'arrière-pays. Vous êtes obligé par moment de vous déplacer à là des kilomètres, parfois monter sur des arbres, voyez-vous, pour essayer de capter. Est-ce qu'on fait encore ça dans ce pays? Mais dans certaines zones, moi j'ai été non loin d'ici, à Kono Lingala, du côté de Mengemessi, où moi j'ai vu des gens parcourir des kilomètres parce que non seulement vous n'avez pas de connexion, la route est encore difficile d'accès. Donc il y a déjà cette fracture numérique qui fait que la rencontre entre l'offre et la demande est assez difficile parce que lorsque vous proposez vos services numériques, vous n'avez possible prioritaire que Yaoundé Douala, à la limite Bafoussam et quelques chefs lieux de région comme Garoua, Bertois et peut-être Kribi, où il y a une certaine activité aujourd'hui en ébullition. Voyez-vous. Donc il y a déjà ce premier souci-là d'accès à la connexion Internet et le coût élevé de la connexion dans notre pays. À l'heure où ailleurs, tout le monde a un accès illimité à Internet. Chez nous, nous en sommes encore à payer 100 francs pour avoir quelques 100 mégaoctets de data, alors que réellement, on a besoin de beaucoup plus que ça. Vous avez une jeunesse qui, par exemple, est assez consommatrice des vidéos TikTok. Or, avec une petite connexion de 100 francs, à peine avez-vous ouvert une vidéo que votre connexion, votre fournisseur d'accès Internet, votre opérateur vous signale déjà qu'il ne vous reste que 50 MO. C'est assez compliqué. Donc, il faudrait vraiment revoir un peu ces coûts qui sont l'un des plus prohibitifs en Afrique au sud du Sahara. Il faudrait quand même qu'aujourd'hui, à moins de 10 000 francs, comme on le voit ailleurs, qu'on puisse avoir accès en illimité à Internet. Parce que si nous voulons vendre les services numériques, il faudrait que des personnes soient connectées. Et derrière, voyez-vous, au-delà de ce difficile accès à la connexion, il y a même aussi... Vous ne pouvez pas être dans un pays où vous avez une administration elle-même qui tarde à se digitaliser parce que vous avez un État camerounais qui est assez dépendant des procédures papier. Notre administration aime tellement les circuits papier que par moi on a le sentiment que c'est le réseau même de la corruption. Là-dessus, est-ce que le système administratif camerounais n'a pas été, un peu comme d'autres États africains, est-ce que les États africains, et plus particulièrement le système gouvernant camerounais, n'a pas été surpris par la vitesse avec laquelle Internet a évolué? Est-ce que ce n'est pas aussi ça? Est-ce qu'on n'est pas trop dur? Est-ce que quelque part on ne doit pas dire allons-y, oui, mais pas à pas? Surpris, je dirais que non, parce qu'en réalité, si le premier courrier électronique a été envoyé en 1972 aux États-Unis, vous voyez que 54 ans plus tard, nous ne sommes pas à la traîne en réalité. Internet ne vient pas nous surprendre parce que même en Europe, c'est à partir des années 90 qu'on a réellement commencé à parler du numérique. Donc, nous, en Afrique, au sud du Sahara, c'est dans les années 2000. Donc, on a eu le temps de s'arrimer, on a eu le temps de s'adapter, mais je pense qu'il manque surtout une volonté politique. Parce que, comme je l'ai dit, vous savez, aujourd'hui, si on devait dématérialiser l'administration, c'est-à-dire, c'est une niche, c'est un robinet, en fait, serait fermé. Parce que les lenteurs administratives dont nous nous plaignons partent de ces circuits papier-là. À l'ère où nous parlons de la gestion électronique du document, il n'est pas normal que vous soyez encore obligé, dans un ministère, de partir d'une porte à une autre pour suivre votre dossier, ou parfois de partir des régions pour revenir à Yaoundé suivre votre dossier, alors que de façon numérique, on peut viser, signer vos dossiers sans que vous n'ayez besoin de vous déplacer. Je salue d'ailleurs, hier encore au 20h30 de notre chaîne nationale, j'apprenais que le ministère des marchés publics a choisi aujourd'hui de digitaliser les marchés publics dans notre pays où on n'aura plus besoin de déposer des dossiers physiques. Oui. On pourra le faire sur le plan numérique et vous verrez, s'en suivra nécessairement, on l'espère du moins, une certaine transparence où vous pourrez déposer votre dossier, suivre le dépouillement, avoir les résultats concrets, savoir pourquoi est-ce que vous avez été disqualifié
identifié et pourquoi tel autre a été retenu. Donc, quand vous avez une administration qui, elle, est déjà réfractaire à la digitalisation, vous imaginez un peu le signal qu'elle envoie, parce que c'est à l'État d'envoyer ce signal fort-là. Et encore que l'État même devrait être le premier consommateur des services numériques. Lorsque nous parlons des ERP, des CRM, c'est-à-dire des systèmes de gestion, que ce soit du personnel, que ce soit peut-être des finances. Hein. Au jour d'aujourd'hui, nous avons diverses solutions qui sont proposées, mais vous vous rendez même souvent compte que, par moment, plutôt que de faire appel aux sociétés tech camerounaises, notre État est parfois obligé d'aller chercher ailleurs. Et pas seulement, même les grands comptes au Cameroun préfèrent par moment aller en Inde, hein, aller en Chine, alors que nous avons des entreprises, des entrepreneurs locaux qui sont assez voilà, donc, avancés en la matière. Oui. Et mais vous vous rendez donc compte qu'il y a aussi un souci, la qualité de notre formation, parce que même si on va jeter, on va pointer un doigt accusateur sur l'État, voyez-vous, à l'heure où nous parlons de l'intelligence artificielle qui aujourd'hui se vulgarise, vous avez vu le président français était récemment en Inde pour la promotion de l'IA, vous avez des conférences mondiales qui sont organisées ci et là. Nous, au Cameroun, pour vous qui demandiez si on n'a pas été dépassé, voilà, oui. Donc si on n'accuse pas un retard vis-à-vis du numérique, vous voyez que dès l'instant qu'on a lancé déjà l'IA de l'autre côté, nous sommes à la traîne parce que nos programmes de formation par moment sont obsolètes. Moi, je me rappelle, pour moi qui suis formé donc en sciences mathématiques et informatique, j'ai eu la chance de faire mes humanités scientifiques ailleurs, mais j'avais mes camarades de classe qui, eux, sont restés ici et qui avaient intégré des écoles les plus prisées de la place en matière d'informatique, mais j'étais un peu sidéré parce que nous, à l'époque, quand on programmait en C+, en JavaScript, etc., nous, on nous parlait de langages turbo qui étaient dépassés, des langages des années 90. Vous avez ce souci-là, quand vous avez des enseignants d'un certain âge, qui sont de la vieille école, qui viennent vous tenir, qui ne sont pas faits. Vous savez, le numérique évolue tous les jours. Moi-même qui suis à la tête d'une agence de marketing digital, je suis obligé chaque jour de monter en compétences, de renforcer aussi les capacités de mon personnel. Donc, quand vous avez donc des enseignants qui refusent de se recycler, quels enseignements pourraient-ils réellement apporter à leurs élèves? Vous savez, l'enseignant souvent ne donne qu'une partie à l'étudiant, le reste c'est à l'étudiant lui-même d'aller chercher. Mais vous avez une jeunesse, si vous n'avez donc déjà pas une bonne qualité de connexion Internet, alors, comment vous faites pour vos recherches? Alors, mesdames et messieurs, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant et en direct sur nos différentes plateformes numériques, c'est bien votre émission L'entrepreneur fait sa radio. Aujourd'hui, on parle d'économie numérique, on se demande pourquoi ça traîne au Cameroun. On est en train d'évoquer les différentes causes. Pour l'instant, avec notre panéliste Eric Muntouga, on est en train d'évoquer les différentes causes. Alors, vous pouvez nous écrire directement via sur Facebook, via WhatsApp, ou alors nous appeler ou nous écrire au 692 48 66 17. Je reprends le numéro pour vous, c'est 692 48 66 17. Alors, monsieur Eric Muntouga, alors, de manière claire, selon vous, est-ce que les politiques publiques mises en place en matière de politique ou d'économie numérique peuvent tenir? Est-ce que déjà il y a une véritable politique publique en matière d'économie numérique au Cameroun selon vous? Je suppose, si on s'appuie sur la SND 30, qu'il y en a une. Maintenant, comme j'aime à le dire souvent, nous avons une administration qui est assez bonne dans des annonces, dans des programmes, dans des projets. D'ailleurs, ils aiment bien souvent ces programmes, ça leur permet à eux de se retrouver, de voyager, de se retrouver à Douala, à crédit pour des ateliers. Mais après, ils ne s'en suivent rien. Ce sont des résolutions qui malheureusement sont mises dans les tiroirs. Vous êtes dans un pays aujourd'hui qui est assez dépendant de l'extérieur, parce que lorsque nous nous plaignons par exemple de la latence, de la lenteur de la connexion chez nous, mais c'est parce que 98% de notre trafic transite via l'étranger. Nous n'avons pas de data center chez nous. Voyez-vous, vous avez des pays comme la Russie, qui récemment, vous avez la Russie qui a interdit par exemple le WhatsApp. Vous ne citez que ce réseau social-là au profit d'une solution locale. Et vous avez de nombreuses entreprises. Vous avez vu Donald Trump aux États-Unis a choisi de nationaliser TikTok. Donc, à un moment donné, de nationaliser TikTok. Donc, à un moment donné, il faudrait que, au Cameroun aussi, que nous travaillions à notre souveraineté numérique. Nous ne pouvons pas continuer de dépendre. Et à l'ère de l'IA, comme je le disais, il y va même de notre propre sécurité.
Voyez-vous, au jour d'aujourd'hui, la cybercriminalité est si élevée que si nous on s'amuse encore à faire transiter nos données vers l'extérieur, mais nous restons vulnérables. Il faudrait que nous travaillions au data center chez nous. Il faudrait qu'on ait une Silicon Valley, comme on le voit ailleurs. Vous avez des start-upers aujourd'hui au Cameroun qui peinent à s'installer, à démarrer et qui préfèrent souvent aller vers des pays comme le Sénégal, comme le Kenya, parce qu'au Cameroun, même l'environnement réglementaire, le cadre légal et réglementaire n'est pas incitatif. Je prends un cas très simple. Au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas forcément besoin d'un local physique pour avoir une entreprise numérique ou alors pour mettre une solution numérique sur le marché, que ce soit une plateforme, un site internet, une application mobile. Ouais. Mais dans un pays où il n'y a pas ces facilités, il n'y a pas un statut particulier pour les startups, voyez-vous, et pour les sociétés tech, ça devient un peu compliqué. La fiscalité est mal adaptée. Vous n'allez pas demander à un jeune sorti de l'école très rapidement d'aller prendre un local quelque part où on lui dira qu'il faudra verser au moins 25% comme précompte de loyer, hein, et puis passer peut-être les 2 premières années. Alors, mais est-ce que ça, ce n'est pas un procès qu'on fait, parce que quand même pour des structures qui sont dans le secteur de l'économie numérique, on parle quand même d'exonération d'impôts et autres. Est-ce que ce n'est pas un mauvais procès que vous leur faites? Exonération que non, c'est simplement parce qu'ils ne sont pas localisables. C'est simplement parce qu'ils évoluent pour la plupart dans l'informel. Mais en réalité, moi je vous pose un problème qui est clair. Aujourd'hui, Facebook est le réseau social le plus couru. Lorsque Mark Zuckerberg créait son réseau social, il n'avait pas besoin d'une patente. Il n'avait pas besoin d'un registre de commerce. Il n'avait pas besoin d'un siège social. Il a simplement mis en ligne sa plateforme et aujourd'hui, quand vous voyez les milliards de dollars que Facebook génère en termes de chiffre d'affaires, pourquoi faudrait-il qu'au Cameroun, nous soyons obligés de nous acquitter de certaines formalités administratives? Alors, nous avons un léger souci technique. On va peut-être d'abord mettre une transition et puis on revient assez rapidement avant de continuer. Vous savez naturellement que l'homme a créé la machine, dit-on souvent, et cette dernière a souvent fini par lui jouer des tours. Donc nous sommes de retour en plateau pour votre émission de ce jour, Économie numérique, pourquoi ça traîne. Nous sommes en plateau en cette première partie avec M. Eric Muntouga. C'est lui que vous écoutez et qui vous entretient depuis le début. C'est aussi lui que vous regardez pour ceux qui sont en direct de nos pages Facebook, nos pages digitales. Mais on ne peut plus faire la radio comme avant. Alors, nous étions en train de parler des politiques publiques en matière d'entrepreneuriat. Vous étiez quelque part en train de dire que les institutions publiques peut-être ne font pas tout ce qu'il y a lieu de faire, mais quelque part, est-ce que des exonérations d'impôts de manière particulière réservées à ceux qui sont dans le secteur des TIC, est-ce que ce n'est pas une volonté de booster aussi ce secteur-là? Oui, mais au-delà de, avant même ces exonérations, parce que il faut bien connaître le process. Pour que déjà nous arrivions au stade des exonérations, il faudrait que vous puissiez déjà formaliser votre entreprise. Déjà, l'accès au CFCE, le dépôt
de dossier au CFCE n'est pas gratuit, parce que lorsque vous arrivez au CFCE, il vous faut déjà légaliser vos statuts, même s'ils sont signés sous blanc-signe, il faut les légaliser quand même. Il y a une certaine somme qu'il faut verser dépendant du statut juridique de votre entreprise, Oui. que ce soit un établissement ou une salle. C'est pas donné, on parle d'à peu près 41 000 francs, voilà, 41 500. Déjà des timbres sur les statuts et des frais connexes. À tout casser, vous devriez vous retrouver à peu près dans les 80 000. Alors dites-moi, vous avez un jeune étudiant qui déjà peine à arrondir ses fins de mois. Comment est-ce que ce dernier fait pour arriver déjà à s'acquitter de ces frais exigibles-là pour la création de son entreprise? Et une fois qu'il l'a fait, le tout n'est pas d'avoir les papiers de son entreprise, il faut encore se faire enregistrer au niveau des impôts. Et lorsque vous allez vous faire enregistrer, on vous demande 25% comme précompte sur le loyer. Si je prends le cas d'une salle, par exemple, parce qu'il faut dire à nos jeunes frères qu'il importe, souvent il est soit intéressant de créer une salle plutôt qu'un établissement pour ne pas être limité par la suite, peut-être lorsque vous souhaiteriez soumissionner à un certain nombre de marchés. Or, lorsque vous partez sur la salle, si vous prenez le salaire minimum, c'est le loyer minimum, le bail minimum, c'est 50 000 francs sur 12. Vous prenez le quart. Vous voyez qu'il faut encore des frais parce qu'on est 600 000 sur 4, on est déjà à 150 000 francs. Oui. Voyez-vous? Donc 150 000 francs plus les 80 000 dont je parlais, on est déjà à peu près à 230 000. Dites-moi, monsieur Ndo, où est-ce qu'un jeune étudiant qui déjà n'a pas accès au financement prend cet argent? Il y a ce réel problème-là. Mais les jeunes qui survivent grâce à l'autofinancement, parce que beaucoup se mettent à leur propre compte, parce qu'ils ont compris qu'il ne fallait plus rien attendre de l'État, voyez-vous, il ne fallait non plus rien attendre des banques, parce que souvent, il n'y a pas d'historique de chiffre d'affaires qui puisse faire valoir, pas d'actifs physiques qui puissent mettre comme garantie. Alors, lorsque vous demandez à ces jeunes-là très tôt de se conformer à la réglementation en allant formaliser leur entreprise, il y a un problème. Il faudrait qu'on permette aujourd'hui aux jeunes start-upers de pouvoir se mouvoir sans être obligés de passer par la case création formelle d'entreprise, voyez-vous. Or, même lorsqu'ils parviennent à le faire, il y a un problème de confiance dans notre pays. On a peur de payer en ligne aujourd'hui. On a peur de faire confiance aux prestataires qu'on a en ligne. Pourtant, vous avez diverses plateformes qui permettent aux jeunes freelancers de proposer leurs services et d'être derrière rémunérés. Mais nous sommes dans un pays où il y a cette psychose-là. Du fait des arnaques que nous avons vécues, que ce soit dans la fintech, que ce soit dans la crypto, des gens aujourd'hui sont assez réticents pour le paiement en ligne. Vous avez des jeunes qui se lancent dans la vente en ligne aujourd'hui, mais qui sont obligés souvent de faire du post-paid, c'est-à-dire ils vont livrer avant que d'être payés. Et vous imaginez les risques énormes qu'ils prennent. Vous payez le taxi, vous arrivez que votre client n'est plus joignable. Comment vous faites? Vous avez déjà dépensé votre transport. Ça devient compliqué parce qu'il y a justement cette crise de confiance-là, cette peur, cette hystérie-là même, voyez-vous, vis-à-vis de la chose numérique. Merci encore pour cette sortie. Alors nous avons l'opportunité d'avoir des gens en plateau, nos autres panélistes. On ne sait pas pourquoi ils arrivent au même moment. Je suis contraint de vous livrer à la vindicte des auditeurs, mais bon, ils ne vont pas trop vous en vouloir. On sait que c'est vendredi avec les embouteillages et autres. Merci encore, Monsieur Théophile Abega Moussa, d'être des nôtres ce soir. Merci Steve, comment vous allez? Bonsoir à vos auditeurs. Non, nous on est là, nous on va bien. Nous on a l'habitude de dire qu'ici c'est la maison, donc tous ceux qui arrivent, on s'inquiète d'abord, on s'inquiète d'eux. Comment est-ce que vous êtes arrivés? Si c'était pas très compliqué d'arriver jusqu'ici. C'était pas très compliqué, Mimboman, c'est quand même l'un des quartiers les plus connus de la capitale. Et donc c'était facile de retrouver Capital FM, donc une fois de plus bonjour aux auditeurs et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on est là aujourd'hui. Plaisir partagé. Je rappelle que vous êtes directeur général de MG Soft, j'espère que j'appelle bien, expert en économie numérique et par ailleurs professeur à l'ESTIC. Je ne sais pas si quelque part j'ai travesti vos présentations. Disons que la partie professeur, je vais éviter le titre, disons simplement enseignant, parce que professeur est un titre académique, donc je suis enseignant à l'ESTIC et je suis enseignant à Polytechnique de Yaoundé. Oui. Et très récemment également enseignant à l'université de Bertois. Alors, question qu'on pose généralement ici, comment vous faites avec toutes ces casquettes? Est-ce que vous réussissez à vous en sortir? Quand je suis arrivé, j'ai entendu mon copanéliste parler de la création d'entreprises
et des formes d'entreprise. Et j'ai compris que il essayait d'extirper certains des Camerounais du système D. Donc, enseignant également, on se retrouve volontairement ou involontairement dans le système D. Donc, on essaye donc de rabibocher ici et là. Voilà. Alors, en face de vous, nous avons le consultant permanent de ce programme. Il a une tenue particulière aujourd'hui. Monsieur Fabrice Fernand Fangwa, bonsoir. Bonsoir, Stéphane. Et merci d'avoir fait l'effort d'être des nôtres ce soir. Oui, il faut dire que ça n'a pas été très évident. Je viens de faire une fois de plus encore le tour de la Léké. Tu vas dire que j'aime beaucoup la Léké, je sais. Non, aujourd'hui, je ne vais pas dire. Oui, les auditeurs constatent eux-mêmes. C'était pas évident depuis 6 h du matin que je suis en route. Mais voilà, vous programmez d'être de retour à 14 h, mais vous pouvez arriver à Yaoundé à 17 h. Mais bon, je crois que le plus important, c'est véritablement d'être là, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. D'autant plus que le sujet que nous avons à traiter ce soir, je pense, relève de la plus haute importance. C'est véritablement un sujet capital pour l'avenir du Cameroun. Alors, nous étions déjà au pas de course. Vous savez que lorsqu'il est 18 h, on prend d'abord le journal. Du coup, nous étions déjà en train de parler des causes de ce qui fait en sorte que l'économie numérique au Cameroun se porte telle qu'elle est aujourd'hui. Déjà, selon vous, comment se porte l'économie numérique au Cameroun? Et si jamais il y a des freins, quelles en sont les causes? Bon, je crois que lorsqu'on parle d'économie numérique, je ne suis pas un expert dans le domaine. Ça, j'aurais... C'est pour ça que je laisse la parole au professeur, voilà. Même s'il a refusé. Voilà, mes confrères sont plus experts. Oui. Mais je crois quand même que quand on parle d'économie numérique, il faut comprendre qu'il y a plusieurs blocs qui s'entremêlent. On va d'abord parler de tout ce qui est politique, en termes de politique du numérique au pays. Il faut qu'il y ait une cohésion dans la politique du numérique. C'est ce qui implique que les différents acteurs travaillent avec des objectifs bien précis et qu'il y a une sorte d'harmonie dans les différentes actions qui sont menées. Si on commence par ce premier bloc-là, je pense qu'au Cameroun, il y a problème. Parce que vous allez voir, le ministère de tel va vous parler du numérique, le ministère de tel autre va vous parler du numérique, telle agence va vous parler du numérique, tel programme va vous parler du numérique. À la fin, tout le monde parle du numérique, mais à la fin, le numérique, là même, c'est quoi? Point d'interrogation. Deuxièmement, il y a la question des infrastructures, on va dire structurantes, quand on parle de numérique. Et là, on va parler des infrastructures de stockage de données. Comment vous appelez ça? Les data centers, de cloud aussi, je crois. Voilà, tout ce qui est data center, mais également les infrastructures de communication, dont on va dire qui permettent c'est comme une sorte de réseau qui permet de faire circuler l'information numérique. De transport. Voilà, merci. Les infrastructures de transport. Ça aussi, bon, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites de ce côté en termes de transport. En termes de data center, oui, mais est-ce que c'est à l'optimum? Point d'interrogation. Et enfin, maintenant, on a tout ce qui est, on va dire, acteurs économiques qui s'appuient donc sur ces infrastructures numériques-là pour pouvoir créer de la valeur. Et c'est là que nous aurons tout ce qui est start-up, tout ce qui est fintech, etc., etc., etc. Donc, dans l'ensemble, pour répondre à la question, je crois qu'on ne va pas dire que c'est tout noir. On ne peut non plus dire que c'est tout blanc. Il y a des choses qui ont été faites, mais je crois qu'il y a surtout peut-être un manque d'expertise ou alors peut-être les experts ne sont pas suffisamment écoutés, je ne sais pas. Mais la symphonie globale, elle ne résonne pas encore, je pense, comme il faudrait. Alors,